Et bonjour à tous. Ces derniers jours, on a eu pas mal d'événements qui ont et qui vont impacter l'économie dans sa globalité et qui donc peuvent aussi avoir des conséquences sur le marché crypto. Et je voulais dans cette vidéo refaire un petit overview de ce qu'on a pu voir et de ce qu'on peut attendre dans le futur. Si vous ne vivez pas dans une grotte, vous avez dû voir passer le 6 juin dernier la première baisse de taux directeur de la Banque Centrale Européenne qui est rentrée en vigueur le 12 juin dernier. Alors c'est un peu un événement pour deux raisons, disons. La première, c'est déjà que la BCE baisse les taux avant la Fed. Alors c'est à cause de l'inflation qui est un peu plus maîtrisée en Europe qu'aux États-Unis. Et de l'autre côté, c'est la première baisse tout simplement depuis pas mal de temps. On avait une très très grosse hausse. Je vous rappelle que le taux de dépôt de la Banque Centrale Européenne était en négatif à l'époque, il y a encore il y a à peu près 2 ans, et qui est maintenant positif très largement aux alentours des 4 et qui vient de baisser de 0,25%. Donc le gros événement, c'est ça. Je répète donc, cette baisse de taux est due à un contrôle de l'inflation en Europe. Si on regarde un peu l'historique de l'inflation en Europe, on était sur de l'inflation qui était aux alentours de 2, voire un petit peu en dessous, donc en dessous de la target de la BCE, et c'est pour ça qu'on avait, on verra juste après, on avait des taux qui étaient négatifs, pour essayer d'avoir une consommation supérieure, pour essayer de maintenir un peu cette inflation au niveau de 2. Le Covid est arrivé, on a eu un SPAC au-dessus de 10 en Europe, donc ça c'est l'inflation européenne hors tabac. Pourquoi on enlève le tabac? Tout simplement parce que le tabac est surtaxé et que le prix du tabac est totalement contrôlé. Ce n'est pas un prix qui dépend, je sais pas, de les matières premières ou ce genre de choses. C'est vraiment contrôlé, donc ça ne rentre pas en compte dans le prix de l'inflation. Et donc maintenant, on a une belle baisse. On se rapproche des deux. L'avril dernier, on était à 2,3. On n'a pas encore les chiffres pour mai et juin, tout simplement parce qu'il y a un lag sur l'inflation. Quand on regarde l'inflation, on regarde 2 mois avant pour être sûr des datas, les confirmer. Et c'est pour ça que la dernière valeur en date, c'est 2,3. Ici sur Bloomberg, 2,3 pour avril. Donc on a la première baisse de taux. Je voudrais juste préciser un petit point, c'est quand, par exemple, Le Monde nous dit la Banque centrale entame une première baisse très prudente sur ses taux et dit a réduit son taux directeur de 4 à 3,75. On parle ici du taux de dépôt parce qu'il y a plusieurs taux. On a sur les taux de la Banque centrale, on en a trois. On a le taux de rémunération des dépôts, c'est tout simplement quand les banques européennes ont obligatoirement un compte à la BCE et doivent déposer des liquidités à la BCE, et donc ils ont une certaine rémunération par rapport à ça. À l'époque, c'était moins 0,50, donc bon, ils perdaient de l'argent, et maintenant, ça a beaucoup augmenté, donc ça c'est le premier taux. Après, on a deux taux qui se ressemblent un petit peu, le taux de refinancement et le taux de prêt marginal. Donc c'est grosso modo des taux. Donc d'un côté, on a les banques qui déposent à la BCE et on a de l'autre côté les banques qui demandent de l'argent, demandent des prêts à la BCE, et donc on a encore une fois un taux d'intérêt qui est déterminé par là. Donc quand il y a des baisses des taux, quand ça baisse de 0,25 par exemple, ça baisse de 0,25 sur les trois taux. Cette baisse de taux, donc, elle va impacter les taux court terme. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand on regarde ici, hop, le taux de refinancement, c'est un taux de refinancement qu'on appelle overnight. Donc, c'est très très court en termes de maturité. Ce que ça veut dire, c'est que le reste des taux, donc ça, c'est les taux qui sont vraiment contrôlés par la BCE, mais le reste des taux qui ont un peu plus une composante marché, ça va s'impacter sur le court terme, mais pas forcément sur le long terme. Quand on regarde un peu les autres taux court terme, on peut penser à l'Ester, hein, pour du Vonite aussi qui est très corrélé, hein, bien évidemment. Si on regarde sur des maturités un peu plus longues, par exemple le Rebord 3 mois, on se rend compte qu'on avait eu un rallye très très élevé, on a été négatif pendant pas mal de temps, on a eu un très gros rallye pour monter aux alentours de 4, on avait je crois dépassé très légèrement les 4 à un moment donné, et là on a entamé cette baisse, donc qui est due à la corrélation qu'il a avec l'Ester et donc avec les taux de la Banque centrale. Donc on a ce taux qui baisse, ce taux est très utilisé par exemple pour des opérations à taux variable sur des prêts par exemple, donc c'est plutôt bien que ça continue à baisser. Et quand on regarde aussi les forwards de l'Euribor, on a clairement cette tendance baissière avec le niveau d'aujourd'hui pour se rapprocher au niveau des 2,50. Sur des maturités un tout petit peu plus longues, par exemple le 1 an, on a eu l'ATH à peu près en septembre, août-septembre 2023. Depuis, on a entamé une baisse, mais qui n'est pas aussi marquée que le Ribor 3 mois, par exemple. Et donc, on se rend compte que déjà, la corrélation... Alors, on est dans une dynamique de baisse sur le taux 1 an. Pourquoi? Déjà, si on regarde historiquement parlant, avoir un taux 1 an à ces niveaux-là, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir. Deuxièmement, on a un taux 1 an qui est supérieur au taux 10 ans. Donc encore une fois, il y a un problème. Donc,
une pente négative, normalement une récession, ce qui n'est pas arrivé, on avait déjà parlé dans une autre vidéo. Donc, juste en termes d'historique et de ce qui se passe un peu sur le marché, c'est pas normal ces niveaux-là, mais on voit que ça commence à baisser et ça devrait continuer à baisser sur le 1 an. Néanmoins, la corrélation n'est pas aussi forte qu'on peut avoir entre l'Euribor et l'Ester. On a une baisse, mais qui est beaucoup plus faible, et pour l'instant, sur les derniers mois, on n'a pas forcément énormément de volatilité. Sur le 10 ans, qui lui, historiquement parlant, est à des niveaux qu'on a déjà pu connaître, donc c'est quelque chose qui est plutôt viable. On est dans une baisse. Alors, est-ce que c'est une dynamique court terme baissière? Je ne sais pas, pas forcément, surtout qu'on a eu énormément de volatilité les derniers jours. Alors, c'est entre autres à cause de la France, on va en reparler. Mais voilà, ça baisse un petit peu, ça reste bon, ça baisse un petit peu sur les derniers jours, mais flat grosso modo depuis le début 2024, fin 2023. Donc un peu sur les taux. On a certes des taux très court terme qui baissent. On va avoir l'Euribor 3 mois qui va baisser, l'Ester qui va baisser, ça c'est tout à fait normal. Et normalement des taux court terme, par exemple du 1 an, 2 ans, qui devraient, sur les prochaines années, continuer à baisser, outre guerre et autres excès inflationnistes, et reprendre des niveaux un peu plus classiques et donc avoir une pente positive. Pour les taux long terme, savoir si ça a baissé ou non, ça c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas forcément de choses qui vont nous dire que le taux 10 ans par exemple va baisser. Il n'y a pas forcément de raison derrière pour nous dire ça. Donc on peut être actuellement sur des niveaux qui se tiennent, qui restent flat, ou même potentiellement augmenter, c'est tout à fait possible. Donc voilà, sachez que dès qu'on a des taux directeurs qui baissent, c'est pas tous les taux qui baissent, et surtout les taux court terme, les taux long terme, ça peut être un tout petit peu plus compliqué que ça. Comme j'ai pu vous dire un peu juste avant, la France, ce qui se passe avec la France et les élections européennes et législatives qui vont arriver, ont apporté énormément de volatilité sur les taux, tout simplement parce que on ne sait pas ce qui va se passer et le marché n'aime pas ne pas savoir ou de moins ne sait pas n'aime pas quand il ne peut pas prédire un petit peu ce qui peut arriver. Donc on a les taux OAT, donc les govies français, qui sont clairement dans une trend positive sur du 10 ans. Et ce qui est assez rigolo, c'est quand on compare le taux français au taux portugais, et le taux portugais il est à 3,14 et le taux français il est à 3,17 sur la même maturité à 10 ans sur des government bonds. Donc on a la France qui a des obligations étatiques qui rémunèrent mieux que des obligations étatiques portugaises. Alors à vous de faire un petit peu votre conclusion sur ça, mais on a quand même un pays qui normalement est un peu plus fort économiquement parlant, la France, par rapport au Portugal, qui rémunère mieux, donc ça veut dire qu'il y a techniquement plus de risques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette instabilité politique en France fait que, eh ben, on a des govies qui augmentent, des taux d'intérêt qui augmentent, c'est-à-dire que la France, elle doit payer plus, du moins rembourser plus d'intérêts, donc le coût de la dette va augmenter si on continue dans cette traîne de continuer à emprunter, 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 et ça va coûter de plus en plus cher. Et si on a, en fonction du gouvernement qu'on aura au législatif, ça pourrait continuer à augmenter et donc donner un coup de frein à certaines mesures où on a besoin d'argent public et besoin de dette. Un autre, outre les OAT, qui sont l'OAT pour la France et le gouvernement yield pour le Portugal, on a aussi une autre métrique qui est intéressante et qui nous montre très clairement que le marché n'aime pas trop ce qui se passe en France, c'est le taux de CDS. Donc le CDS, c'est une métrique pour un peu mesurer le risque de défaut d'une entité de référence. Donc on a ça pour des corporates, pour des bancaires et pour des États. Et par exemple, sur la République française à 5 ans, on a un taux sur le CDS qui a vachement augmenté ces derniers jours. Et donc c'est entre autres dû aux élections. Donc là, on a quelque chose de relativement flat. On avait aussi la baisse de la note française par S&P, donc qui a influé. Et en plus de ça, les élections. Et donc vous voyez que on était sur des environs de 25-26 à peu près en moyenne sur la France. Et là, ça a clairement explosé sur la France. Donc c'est-à-dire que la France, son CDS a augmenté. Les corporates et les bancaires françaises aussi en CDS ont augmenté. Donc tout ça, ça ne veut pas forcément nous dire que la France va faire faillite. Non, mais c'est plus que cette métrique-là est intéressante pour voir comment le marché le voit. Et aussi, si vous voulez faire des produits financiers qui sont indexés sur du CDS, c'est le moment peut-être d'en faire. Donc, il y a par exemple des produits structurés qui s'appellent des Credit Link Notes, des CLN, qui rémunèrent en fonction, entre autres, du taux CDS, de la valeur du CDS, du spread du CDS. Et donc, si on a un CDS qui augmente, on va avoir des rémunérations qui augmentent. Et après, à vous de juger le risque que ça représente.
Cette un peu instabilité, on le voit sur les taux, on le voit sur le crédit, mais on le voit aussi sur l'equity. De toute façon, le crédit et l'equity sont extrêmement liés. Quand l'equity a tendance à aller très très haut, le crédit a tendance à baisser et inversement. Donc là, on a un CAC 40 qui était, bah, il n'y a pas très longtemps, hein, on met à ces niveaux, à son ATH 8002, et qui depuis s'est cassé les dents. On a eu une baisse de 2,66, de presque 2. Donc 4, hop là, en 2 jours, ça a baissé de toc toc 4,56%. C'est énorme pour le CAC, très honnêtement. Et on revient à un niveau qui était, alors je vous ai mis le support résistance automatique. Et on revient à un niveau sur les 7300, 7400, 7350, qui était un support extrêmement important. Donc à voir aussi dans le futur si ça arrive à tenir ce niveau-là. Alors, de toute façon, on va avoir cette instabilité, hein, jusqu'aux élections, et potentiellement après en fonction du résultat. Mais c'est quelque chose qui est assez criant, là, cette baisse, qui impacte fortement les marchés français quand on le compare au S&P, où le S&P c'est plutôt haussier, pour l'instant ça bouge pas trop. C'est vrai que le CAC là pour l'instant ça tire un peu la gueule. Et quand on regarde plus précisément les noms qui sont dedans, on peut prendre par exemple les bancaires qui sont très impactés. Par exemple Crédit Agricole, hein, qui en quelques jours est passé de 15 et qui est baissé hier jusqu'à 12,70. Donc ça fait énormément de volatilité. Et par exemple dans mon métier où j'utilise énormément ce genre de choses. Et la volatilité, c'est un outil pour moi pour améliorer mes produits financiers. Et là, c'est vrai que j'ai certains produits sur Crédit Agricole qui sortent énormément, c'est vraiment le jour et la nuit depuis, bah, cette baisse-là, parce qu'il y a beaucoup de volatilité. Qui dit beaucoup de volatilité veut dire que le premium de vos calls et de vos puts augmente. Mais si vous êtes short sur vos calls ou sur vos puts, c'est-à-dire que vous récupérez plus de primes. Si vous récupérez plus de primes, vous pouvez dépenser cette prime en plus dans d'autres produits financiers et donc augmenter votre rémunération ou augmenter votre produit. Et c'est vrai que, bah, on en profite pas mal grâce à, bah, cette volatilité, cette instabilité. Quand on regarde du marché des cryptos, bon, l'Europe, on aime beaucoup l'Europe, mais l'Europe, elle est ce qu'il est, et bah, sur le marché crypto, c'est pas forcément très impactant. Contrairement au CAC 40 et d'autres indices européens, le Bitcoin, lui, n'a pas forcément souffert. Le 9 juin, c'était la date de l'élection, on a même eu une hausse sur le 9 juin, pour vous dire. Donc, bah, le marché crypto est quand même relativement décorrélé de ce qu'on peut avoir en Europe. Il peut être corrélé avec les élections américaines, qui devraient arriver en novembre, je crois. Mais quand on regarde juste le marché crypto et qu'on fait juste une petite overview, on se rend compte que avec notre screener crypto, eh ben, que on a des low volumes, quelle que soit la time frame. C'est assez flagrant quand même. Ici sur Binance, en spot, on a des volumes qui, j'ai l'impression, ça fait que baisser. Là, les derniers jours, dernières semaines, ça fait que baisser. On a un ATH, pas très loin de l'ATH, on a une très belle trend haussière, on a un halving qui est passé, et pour autant, bah, très peu de volume. Alors moi, je ne suis pas forcément bearish sur cette chose, étant donné que, bah, on a quand même ce laps de temps après le halving où c'est plutôt mou, et après ça explose. Mais c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant de se dire que à l'époque, quand on a vu le giga rallye, tout le monde en parlait. Tout le monde en parlait. Et là, bah, on a retouché et j'ai l'impression que c'est passé un peu comme ça. Bon, c'est rigolo. Quand on regarde un petit peu, juste un peu plus en détail, le support et résistance automatique, on a 4 résistances automatiques, 4 lignes, qui sont assez intéressantes à regarder. Si vous voulez mettre des ordres d'achat, c'est vrai que c'est pertinent de les mettre aux alentours de 61 000. On voit bien qu'à chaque fois, on avait bien rebondi sur ce niveau-là. Donc soit on avait bien rebondi, soit on était maintenu, soit on est un peu cassé, mais on était revenu très rapidement ici. Donc si vous trouvez ça pertinent, rentrez, ouais, aux alentours de... Juste au niveau de cette zone-là, voire un tout petit peu en dessous, si ça baisse, ça va forcément mécher. Et donc ça peut être une bonne zone d'entrée, potentiellement juste en dessous à 58 000, et vous vous rendez compte que juste après, bah, c'est un peu le no man's land, donc c'est un peu compliqué de se positionner juste là. Quand on regarde historiquement, ici, no man's land, là c'était descendu très vite, c'était augmenté très vite, alors on pourrait potentiellement se trouver un niveau aux alentours des 51 000, mais qui n'a pas été tracé par notre indicateur. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de niveaux où ça avait buté à l'époque, alors on a celui-là, on a celui-là, 51 000, si on regarde, il y a peut-être le 51 000 ou ici, ça, ouais, voilà, peut-être 51 000 si vous pensez que ça va continuer à un peu corriger. Mais sinon, après, il y aura des grosses variations si on commence à casser ce niveau des 58 000. La dominance du Bitcoin, elle continue un peu sa traîne positive. Alors c'est plutôt positif dans le sens où ce serait bien, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de volume, que le Bitcoin attire un peu les regards, attire les capitaux. Et donc avec des ATH qu'on pourrait casser encore une fois dans le futur, ça peut être bien d'avoir ici ce gros coup de projecteur sur le Bitcoin après avoir ruissellement sur les autres cryptos.
Et pour finir, je voulais faire un petit overview de notre stratégie enveloppe. Alors c'est plutôt calme quand même, hein. Quand on regarde le BTC, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément une énorme volatilité à la hausse ou à la baisse. Mais ici et là, on a quelques cryptos qui ont un excès de volatilité, un excès de volume, ce qui fait qu'on va rentrer en position avec notre stratégie enveloppe, qu'on a pu vous présenter en single coin et en multicoin, faite pour BitGet. Donc si vous n'avez pas de compte BitGet, je vous invite à vous inscrire via le lien qui est dans la description. Et donc, on se rend compte, par exemple, que sur l'AVAX, sur BitGet, sur les futurs, donc vraiment c'est le bon marché, et ben on a eu un excès de volume, un excès de volatilité. On est rentré à 2 fois, donc ici, ici. On est presque rentré sur la troisième fois. Alors, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont pu rentrer sur le troisième niveau, mais étant donné que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mis en place, et on l'a vu, il y a beaucoup de personnes qui ont mis en place ces stratégies, quand on arrive, et ça peut arriver assez souvent, quand on arrive à un niveau assez intéressant, alors il y a certaines personnes qui vont rentrer en position, et donc ils vont avaler le carnet d'ordre, et c'est-à-dire que représenter sur TradingView, on a l'impression que ça n'a pas touché, mais certaines personnes ont pu rentrer. Donc on est rentré à 2 reprises. La première, bon, c'était pas énorme. Mais la deuxième, hop, tac, à peu près 3,60, 3,70, donc c'est plutôt intéressant. Et il n'y avait pas que la VAX, alors il y a la VAX, il y a le GLD, mais il y a aussi par exemple l'ADA, où là c'était un petit peu mieux. La première entrée en position, presque 2%, et la deuxième entrée, et là c'est beaucoup mieux, à 5,22. Donc si vous avez mis ce code en multi-token, vous allez rentrer avec une portion de votre portefeuille à chaque fois sur ces entrées-là. Donc déjà, d'un côté, ça permet de lisser votre risque. S'il y a une grosse baisse, vous n'avez qu'une partie de votre portefeuille. Et de toute façon, quand il y a des excès de volatilité, vous allez rentrer sur plein de cryptos différentes et pouvoir récupérer la performance là où elle est. Donc aller chercher la volatilité sur des cryptos qui ont vraiment de la volatilité. Par exemple, sur la VAX, on a eu ce même move de marché, mais sur la DA, c'était beaucoup mieux. Donc c'est bien de pouvoir split un peu les entrées en position. Pour conclure un peu tout ça, donc on a l'Europe en règle générale qui baisse ses taux. On attend entre une et deux baisses de taux sur l'année. Quand on regarde un peu Bloomberg, on se rend compte que c'est un peu indécis sur soit une, soit deux. Ça va aussi dépendre de la Fed. Pourquoi? Parce on attend aussi que la Fed baisse et la Fed ne devrait pas baisser ses taux avant la fin d'année ou du moins le quatrième trimestre. Donc on a cette baisse des taux généralisée qui fait baisser les taux très court terme. Les taux un peu plus long terme, donc par exemple du 1 an, 2 ans, on est dans une trend négative et on devrait continuer, mais mollo, doucement. Et les taux un peu plus long terme, là, il faut faire attention parce que des fois, il peut y avoir des amalgames, mais les taux long terme, il n'y a pas forcément d'indication sur le fait que ça va potentiellement baisser, ça peut même augmenter. Donc on a ce point-là. De l'autre côté, on a les élections, cette instabilité avec la France, qui fait que les taux français, donc les OAT, augmentent, le coût de la dette devrait augmenter, donc ça, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. En plus de ça, le CAC se casse la gueule, les bancaires en règle générale se cassent la gueule, on a du crédit, une valeur de crédit sur les CDS qui augmente, donc une meilleure rémunération sur le risque de crédit. Donc tout ça a fait que on est dans une situation économique qui est un peu compliquée et c'est vrai qu'il faudrait passer les législatives, faire en sorte d'avoir quelque chose d'assez clean pour calmer les investisseurs et pouvoir re-emprunter à des niveaux un peu plus agréables ou du moins arrêter d'emprunter pour arrêter ce cycle de la dette. Donc c'est un peu ce qu'on a pu voir, c'est quelque chose qu'on va continuer à regarder dans les prochains jours. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.